Le téléphone tremblait dans ma main. Les mots résonnaient encore dans mes oreilles comme un coup de tonnerre qui déchire le ciel d'été. « Ne viens pas au mariage. Ma femme ne veut pas de toi ici. » La voix de mon fils, Pascal, était méconnaissable, transformée par une colère et une froideur que je n'avais jamais entendues auparavant. J'étais assise dans mon petit salon à la résidence Saint-Michel, à Lyon, entourée des photos de famille accrochées au mur crème, témoins silencieux de décennies d'amour et de souvenirs. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 65 ans et pendant 40 ans, j'ai enseigné la littérature française aux jeunes de notre quartier. J'ai élevé seule mes 2 enfants après la mort de mon mari, Robert, emporté trop tôt par un cancer. Pascal, mon cadet, avait toujours été mon rayon de soleil, celui qui me ressemblait le plus, sensible et passionné. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce fameux mardi de printemps. Le combiné du téléphone est tombé de mes mains tremblantes, rebondissant sur le tapis que Robert et moi avions acheté lors de notre voyage à Marrakech. Je sentais mon cœur se briser en 1000 morceaux, comme une porcelaine fine qu'on laisse tomber sur un sol de marbre. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les retenir, laissant des traces humides sur ma blouse en soie bleue que j'avais spécialement achetée pour essayer ma tenue de mariage. Ce mariage, je l'attendais depuis que Pascal m'avait annoncé ses fiançailles avec Céline Moreau 6 mois plus tôt, une jeune femme élégante et raffinée, issue de la haute société parisienne, que j'avais rencontrée seulement 3 fois. La première fois, elle avait été polie et souriante, la deuxième distante, et la troisième, lors d'un dîner chez moi à Lyon, j'avais surpris des regards méprisants lorsqu'elle inspectait ma modeste vaisselle ou mes meubles anciens hérités de ma mère. Je me suis levée, chancelante, pour me diriger vers la fenêtre qui donnait sur la place Bellecour. Les passants vaquaient à leurs occupations, insouciants, ignorant qu'à quelques mètres au-dessus d'eux, une mère venait d'être rejetée par son propre fils. J'observais une jeune mère qui tenait la main de son petit garçon, lui achetant une glace chez le glacier du coin. J'ai fermé les yeux, revoyant Pascal à cet âge, ses petites mains potelées dans les miennes, sa confiance absolue en moi. Comment en étions-nous arrivés là? Pascal avait changé depuis qu'il travaillait pour cette grande entreprise technologique à Paris. Son salaire avait augmenté, ses costumes étaient devenus plus élégants, son accent lyonnais s'était estompé pour adopter les intonations parisiennes. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse me dire ces mots cruels, me bannir du jour le plus important de sa vie, sous prétexte que sa future épouse ne voulait pas de moi. Je me suis traînée jusqu'à ma chambre, ouvrant l'armoire où était suspendue la robe bleu nuit que j'avais choisie pour le mariage. Une robe simple mais élégante que j'avais fait ajuster 3 fois pour être certaine d'être présentable. J'avais même pris rendez-vous chez le coiffeur du quartier, Jacques, qui s'occupait de mes cheveux depuis 20 ans. J'avais économisé pendant des mois pour offrir au couple un cadeau spécial, un voyage en Italie, à Florence, ville que Pascal rêvait de visiter depuis qu'il avait étudié la Renaissance à l'école. La sonnette de l'appartement a retenti, me tirant de mes pensées sombres. C'était Margot, ma meilleure amie depuis l'école primaire. Sans doute avait-elle senti que quelque chose n'allait pas. Nous avions ce lien étrange, presque télépathique, qui nous unissait depuis l'enfance. Je n'ai pas eu besoin de parler. Dès qu'elle a vu mon visage ravagé par les larmes, elle m'a prise dans ses bras. Il m'a dit de ne pas venir, Margot, ai-je murmuré entre 2 sanglots. Son mariage est dans 3 jours et il ne veut pas de moi. Margot s'est écartée, son visage exprimant d'abord l'incrédulité, puis la colère. Propriétaire du Petit Bouquiniste, une librairie nichée dans le vieux Lyon, Margot avait toujours été la plus franche et la plus combative de nous deux. « Qu'est-ce que tu racontes, Amélie? C'est impossible !» Je lui ai raconté la conversation, mot pour mot, pendant qu'elle me préparait un thé à la verveine dans ma petite cuisine. La phrase qui revenait sans cesse, « Il avait déjà acheté sa lune de miel, alors il devait le faire !» Pascal avait prononcé ces mots comme une excuse, comme si l'argent dépensé pour un voyage justifiait de briser le cœur de sa mère. « C'est cette Céline, j'en suis certaine !» a déclaré Margot en posant bruyamment la tasse devant moi. Elle t'a toujours regardé de haut avec ses airs de princesse parisienne. Et Pascal qui se laisse manipuler comme un pantin. Je savais qu'elle avait raison. Depuis que Pascal fréquentait les Moreau, il avait commencé à avoir honte de ses origines modestes, de notre appartement dans le centre historique de Lyon, de mon passé d'enseignante.
Lucien Moreau, le père de Céline, était un banquier influent et Jeanne, sa mère, une socialite connue dans les cercles huppés de Paris. Face à eux, que valait une veuve d'enseignant qui avait passé sa vie à expliquer Molière et Baudelaire à des adolescents? « Tu dois faire quelque chose, Amélie », insistait Margot en faisant les 100 pas dans mon salon. « Tu ne peux pas accepter ça. » Mais que pouvais-je faire? Forcer la porte du château des Roses où se déroulerait la somptueuse cérémonie? Supplier mon fils de me laisser entrer? L'idée même me donnait la nausée. J'avais toujours vécu avec dignité, même dans les moments les plus difficiles, après la mort de Robert, quand je devais jongler entre 2 emplois pour payer les études de mes enfants. Le téléphone a sonné à nouveau, faisant sursauter mon cœur. Était-ce Pascal qui appelait pour s'excuser, pour me dire que tout ceci n'était qu'un malentendu? Mais le nom qui s'affichait était celui de Dominique, ma fille aînée, médecin à Marseille. Je n'avais pas encore eu le courage de lui annoncer la nouvelle. « Maman, tu vas bien? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. » Sa voix chaude était inquiète. J'ai regardé Margot, qui m'encourageait d'un signe de tête. Dominique devait savoir. « Ton frère m'a appelé aujourd'hui, » ai-je commencé, la voix tremblante. « Il m'a dit que je ne devais pas venir au mariage, que Céline ne voulait pas de moi. » Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Puis, j'ai entendu Dominique prendre une profonde inspiration. « Je prends le premier train pour Lyon demain matin. Ne fais rien avant que j'arrive, maman. On va régler ça ensemble. » Après avoir raccroché, j'ai senti une étrange sérénité m'envahir. J'avais encore ma fille, j'avais Margot, j'avais mon frère, Antoine, qui serait certainement aussi indigné que les autres. Je n'étais pas seule. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongée dans mon lit, j'ai repensé à toutes ces années, à tous les sacrifices faits pour mes enfants, à l'amour inconditionnel que je leur avais donné. Je me demandais où j'avais échoué avec Pascal. Était-ce après la mort de son père? Avais-je été trop indulgente, trop stricte? Les questions tournaient dans ma tête comme un manège infernal. À l'aube, j'ai pris une décision. Je ne me présenterai pas à ce mariage où l'on ne voulait pas de moi. Mais je ne resterai pas non plus les bras croisés à pleurer sur mon sort. Mon fils avait peut-être honte de moi, mais moi, je n'avais pas honte de qui j'étais. D'où venez-vous? Connaissez-vous Lyon, cette ville magnifique où j'ai passé toute ma vie? Avez-vous déjà ressenti cette douleur, celle d'être rejeté par quelqu'un que vous aimez plus que tout au monde? Racontez-moi dans les commentaires, partagez vos histoires. Car ce jour-là, j'ai compris que ma vie allait prendre un tournant inattendu. Ma première rencontre avec Céline reste gravée dans ma mémoire comme le début d'un lent désastre. C'était un dimanche d'automne. Les feuilles dorées tapissèrent les trottoirs de Lyon. Pascal m'avait appelé la veille, nerveux mais excité. « Maman, je veux te présenter quelqu'un d'important. » J'avais préparé un gratin dauphinois, son plat préféré depuis l'enfance, et ouvert une bouteille de Côte-du-Rhône que je gardais pour les occasions spéciales. Quand ils sont arrivés, j'ai tout de suite été frappée par l'élégance de Céline. Grande, mince, des cheveux noirs coupés au carré, vêtue d'un tailleur crème qui sentait le luxe discret. Elle m'a tendu une boîte de macarons d'une pâtisserie parisienne réputée avec un sourire poli, mais ses yeux scrutaient déjà mon appartement, s'attardant sur les meubles usés, les bibelots sans grande valeur que j'avais accumulés au fil des ans. « Votre fils m'a beaucoup parlé de vous, Madame Dubois », avait-elle dit d'une voix douce mais distante, comme on parle à la concierge d'un immeuble. « Il m'a dit que vous étiez professeur. »« Oui, j'ai enseigné la littérature pendant 40 ans au lycée Victor Hugo », avais-je répondu avec fierté. « J'ai pris ma retraite il y a 2 ans. »« Comme c'est enrichissant », avait-elle murmuré, un sourire figé aux lèvres. Pascal, lui, semblait transformé, lui qui avait toujours été décontracté, rieur, légèrement bohème même, se tenait droit, guettant les réactions de Céline à chacun de mes gestes. Il me coupait parfois la parole quand je commençais à raconter des anecdotes de son enfance. « Maman, Céline n'a pas besoin de savoir que je faisais pipi au lit jusqu'à 6 ans, avait-il dit, mi-gêné, mi-agacé, alors que je n'avais jamais eu l'intention de raconter cela. Pendant le repas, j'avais appris que Céline travaillait dans une maison de haute couture à Paris, que ses parents possédaient une résidence secondaire près de Deauville, qu'elle avait étudiée à Sciences Po. Un monde si éloigné du mien, du nôtre. Pascal écoutait ses récits de soirées mondaines et de voyages exotiques
avec des yeux brillants d'admiration. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» avais-je demandé, curieuse de comprendre ce qui avait réuni ces deux êtres si différents. « À une conférence sur l'innovation technologique », avait répondu Pascal. La société de Céline cherchait des solutions informatiques pour leur logistique. « Et votre fils était si brillant, si différent des autres consultants », avait ajouté Céline en posant sa main sur celle de Pascal. Il avait cette authenticité rafraîchissante. Authenticité. Le mot m'avait frappé, comme si mon fils était une curiosité exotique dans le monde sophistiqué de Céline. J'avais souri poliment, mais déjà, une petite alarme résonnait dans mon cœur de mère. Les visites suivantes avaient confirmé mes craintes. Céline devenait de moins en moins aimable, de plus en plus critique. Elle suggérait à Pascal de changer sa garde-robe, son parfum, sa coupe de cheveux. Petit à petit, mon fils se transformait sous mes yeux. Ses visites à Lyon s'espaçaient. Au téléphone, il parlait surtout des dîners mondains auxquels il assistait avec Céline, des personnes importantes qu'il rencontrait grâce à elle. Un jour, environ 4 mois après notre première rencontre, j'ai reçu un appel de Pascal. Sa voix était différente, plus grave, plus sérieuse que d'habitude. « Maman, j'ai une grande nouvelle. J'ai demandé Céline en mariage ce week-end. Elle a dit oui. Mon cœur s'est serré. C'était trop rapide, trop soudain. Mais j'ai fait ce que toute mère ferait. J'ai félicité mon fils. J'ai exprimé ma joie pour lui. Que pouvais-je faire d'autre? C'est merveilleux, mon chéri. Je suis si heureuse pour vous deux. Le mariage aura lieu dans 6 mois, a-t-il poursuivi. Au Château des Roses, près de Paris, les parents de Céline insistent pour tout organiser. 6 mois, c'est rapide, ai-je balbutié, calculant mentalement combien je pourrais économiser d'ici là pour m'acheter une tenue convenable, pour offrir un cadeau digne de ce nom. Les Moreau ont des relations. Ils ont pu réserver le château malgré le délai. C'est un lieu très prisé, tu sais. Non, je ne savais pas. Je ne connaissais rien à ces endroits où les riches célébraient leurs unions, où l'argent permettait de bousculer les listes d'attente, d'obtenir l'impossible. Après cette annonce, j'ai commencé à recevoir des appels de l'organisatrice du mariage, une certaine mademoiselle Leclerc, qui me parlait de codes vestimentaires, de timing, de protocole. Jamais de Céline directement. Les rares fois où je parlais à ma future belle-fille, c'était lors d'appels avec Pascal, où elle prenait le téléphone quelques minutes par politesse. J'ai reçu l'invitation officielle 3 mois avant le grand jour, une carte en papier épais, aux lettres dorées, qui annonçait l'union de Mademoiselle Céline Marie-Louise Moreau et Monsieur Pascal Robert Dubois. Sur le carton était indiquée la mention « Tenue formelle exigée ». J'avais dû chercher sur Internet ce que cela signifiait exactement. C'est Margot qui m'avait accompagnée dans les boutiques de Lyon pour trouver une robe appropriée. Nous avions finalement déniché cette robe bleu nuit dans une boutique de la rue de la République, légèrement au-dessus de mes moyens, mais Margot avait insisté. « Tu seras la plus élégante des mères, Amélie. Ces Parisiens vont voir que Lyon a aussi du style. » Pendant ces mois de préparation, j'ai observé Pascal s'éloigner de plus en plus. Il venait rarement me voir, prétextant toujours le travail, les préparatifs du mariage. Quand il passait à l'appartement, c'était en coup de vent, constamment au téléphone avec Céline ou ses beaux-parents. Un samedi, 2 mois avant le mariage, il est venu déjeuner seul. C'était la première fois depuis longtemps que nous étions en tête-à-tête. J'avais préparé son plat préféré, espérant retrouver un peu de cette complicité qui nous unissait autrefois. « Pascal, est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé alors qu'il regardait distraitement son téléphone pour la 10e fois en 1 heure. « Bien sûr, pourquoi ? Tu sembles préoccupé et on se voit si peu ces derniers temps. » Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était contrarié. « C'est juste que c'est compliqué, maman. Le mariage, le travail. Céline veut que tout soit parfait. Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» La question était sortie toute seule. Son regard a croisé le mien et j'y ai vu une hésitation, une fêlure. Puis son téléphone a vibré à nouveau, brisant ce moment de vérité. « C'est Céline », a-t-il dit en se levant. « Je dois prendre cet appel. » Il est sorti sur le balcon, me laissant seule avec mes inquiétudes grandissantes. Quand il est revenu, son visage s'était fermé. « Je dois y aller. Céline a un problème avec le traiteur. »« Pascal !» ai-je dit en le retenant par le bras. «
Tu sais que je serai toujours là pour toi, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive. » Il a hoché la tête, m'a embrassé rapidement sur la joue et est parti. Cette scène m'est revenue en mémoire des dizaines de fois après le fameux appel, celui où il m'avait interdit de venir au mariage. Avais-je manqué des signes? Aurais-je dû être plus direct, lui parler de mes craintes concernant Céline? La veille de cet appel dévastateur, j'avais reçu un étrange message de Dominique. « Maman, as-tu parlé à Pascal récemment? Je l'ai eu au téléphone hier. Il avait l'air bizarre. » Je n'avais pas eu le temps de l'appeler, prise dans les derniers préparatifs pour le mariage. J'avais acheté des souliers assortis à ma robe, réservé ma place de train pour Paris, préparé mon discours pour le dîner de répétition. Et puis, le téléphone avait sonné ce mardi matin. La voix de Pascal, tremblante mais déterminée. « Maman, je suis désolée, mais ne viens pas au mariage. » J'avais d'abord cru à une plaisanterie, une mauvaise blague. « Qu'est-ce que tu racontes, Pascal? Céline ne veut pas que tu viennes. Elle dit que tu ne correspondras pas à l'ambiance qu'elle veut créer. Mais je suis ta mère. Je sais, maman, je sais. Mais on a déjà tout payé. La lune de miel aussi. Je dois le faire. Je suis désolée. » Et il avait raccroché, me laissant abasourdi, le téléphone à la main. Le lendemain de cet appel, comme promis, Dominique est arrivée de Marseille. Lorsqu'elle a franchi la porte de mon appartement, j'ai été frappée par sa ressemblance avec son père. Les mêmes yeux verts déterminés, la même façon de serrer la mâchoire quand elle était en colère. Et elle était visiblement furieuse. « Je vais le tuer », a-t-elle déclaré, en posant brutalement sa valise dans l'entrée. « Je vais littéralement tuer mon imbécile de frère. » Elle m'a prise dans ses bras, me serrant si fort que j'ai eu du mal à respirer. Dominique avait toujours été la protectrice de la famille, même enfant. Quand des garçons embêtaient Pascal à l'école, c'était elle qui intervenait, pas l'inverse. J'ai essayé de l'appeler toute la nuit. « Il ne répond pas », a-t-elle dit en se servant un café dans ma cuisine. Mais j'ai parlé à Antoine. Il est aussi choqué que nous. Antoine, mon frère aîné, avait été invité au mariage en tant qu'oncle du marié. Ancien avocat respecté à Lyon, il avait toujours été une figure paternelle pour mes enfants après la mort de Robert. « Qu'a dit Antoine ?» ai-je demandé, anticipant déjà sa réaction. « Il va quand même y aller au mariage pour confronter Pascal et cette peste de Céline ?» a répondu Dominique, ses yeux lançant des éclairs. « Et il va emmener Sophie. » Sophie, le nom a résonné dans ma tête comme un écho lointain. L'ex-petite amie de Pascal, celle qu'il fréquentait avant de partir travailler à Paris. Une jeune femme douce et intelligente, institutrice à Lyon, que j'avais toujours beaucoup appréciée. Ils s'étaient séparés quand Pascal avait accepté ce poste à Paris, ne voulant pas tenter la relation à distance. Sophie? Pourquoi Sophie? Dominique a eu un petit sourire en coin, celui qu'elle avait quand elle préparait un mauvais coup étant enfant. Parce que Pascal n'a jamais cessé de l'aimer, et parce que Sophie l'aime encore. Elle me l'a avoué il y a 2 mois, quand on s'est croisés, place Bellecour. La journée a passé dans un tourbillon d'émotions et de discussions. Margot est revenue avec du pain frais et des pâtisseries de chez Pierre, mon boulanger préféré. Antoine nous a rejoints en fin d'après-midi, sa serviette d'avocat sous le bras malgré sa retraite, comme s'il se préparait à plaider une affaire importante. « Ce mariage est une farce », a-t-il déclaré, en s'asseyant lourdement dans mon fauteuil préféré. « Pascal fait la plus grande erreur de sa vie. Et cette façon de te traiter, Amélie, c'est impardonnable. » J'étais touchée par leur soutien, mais aussi déchirée. D'un côté, je voulais respecter le choix de mon fils, même s'il me brisait le cœur. De l'autre, une partie de moi voulait se battre, lui montrer qu'on ne rejette pas sa famille, qu'on ne renie pas ses origines pour plaire à une snob parisienne. C'est Victor qui a fait pencher la balance. Victor Rousseau, mon ami de longue date, propriétaire du restaurant Chez Victor dans le Vieux-Lyon. Il est passé en soirée, après la fermeture de son établissement, apportant avec lui un panier rempli de plats réconfortants. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé », a-t-il dit simplement, en m'embrassant sur les 2 joues. Margot m'a tout raconté. Victor avait toujours eu un faible pour moi, depuis que Robert était décédé. Des attentions discrètes, des invitations occasionnelles à dîner, rien de pressant. Juste une présence constante et rassurante. Je n'avais jamais répondu à ses avances voilées, trop absorbée par mon deuil, puis par l'éducation de mes enfants. « Et qu'en penses-tu » ai-je demandé, curieuse de son opinion. Il a pris le temps de s'asseoir, de se servir un verre du vin qu'il avait apporté,
avant de répondre avec la sagesse qui le caractérisait. Je pense que parfois, l'amour doit être ferme. Ton fils s'est perdu, Amélie. Il a besoin qu'on lui rappelle qui il est, d'où il vient, pas en faisant un scandale à son mariage, mais en lui montrant la vérité avec dignité. Ces paroles ont résonné en moi. La vérité avec dignité. N'était-ce pas ce que j'avais toujours enseigné à mes enfants? À être honnête, fier de leurs valeurs, de leur histoire. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pris ma décision. Je n'irai pas au château des Roses faire un esclandre. Je ne supplierai pas pour être acceptée là où l'on ne voulait pas de moi. Mais je ne resterai pas non plus silencieuse, effacée, comme si mon existence même était une honte. Au petit matin, j'ai réuni Dominique, Antoine, Margot et Victor dans mon salon. J'ai un plan, leur ai-je annoncé, et j'aurai besoin de vous tous. Mon plan était simple dans son intention, mais complexe dans son exécution. Je voulais rappeler à Pascal qui il était vraiment, d'où il venait, sans créer de scandale qui entacherait son jour. Je ne voulais pas me venger de Céline, mais plutôt éclairer mon fils sur la vérité qu'il semblait avoir oubliée. Voilà ce que nous allons faire, ai-je expliqué à ma petite équipe réunie dans mon salon. Antoine, puisque tu es toujours invité au mariage, tu seras nos yeux et nos oreilles sur place. Mon frère a hoché la tête, son regard d'ancien avocat déjà calculateur. Tu peux compter sur moi. Je prendrai Sophie comme cavalière, comme prévu. Dominique, ai-je poursuivi en me tournant vers ma fille, j'aurai besoin que tu contactes certaines personnes. J'ai sorti une liste de noms que j'avais préparés pendant la nuit, des anciens élèves devenus importants, des collègues respectés, des amis qui m'avaient soutenu pendant les moments difficiles. Victor s'est penché par-dessus l'épaule de Dominique pour lire la liste. Pierre Fontaine, le réalisateur de documentaires, j'ai acquiescé. Il était mon élève il y a 25 ans. Je l'ai aidé à obtenir une bourse pour étudier le cinéma quand ses parents voulaient qu'il devienne comptable. Il m'a toujours dit qu'il me devait sa carrière. Margot a souri, comprenant immédiatement mon intention. « Tu veux qu'il réalise quelque chose pour toi? Pas pour moi, ai-je corrigé. Pour Pascal. Un rappel visuel de qui je suis, de qui nous sommes tous. Le plan s'est mis en place comme une chorégraphie bien répétée. Pendant que Dominique contactait les personnes de ma liste, Margot utilisait ses talents de rédactrice pour écrire un texte qui accompagnerait le projet. Victor, avec ses connexions dans le monde de la gastronomie lyonnaise, s'occupait d'un autre aspect crucial de mon plan. Pierre Fontaine a répondu présent dès le lendemain. Il est venu chez moi, équipé de son matériel de tournage, ses yeux brillants d'excitation et de gratitude. « Madame Dubois » a-t-il dit en m'embrassant chaleureusement. Quand Dominique m'a expliqué la situation, j'ai immédiatement annulé mes rendez-vous. Ce que votre fils vous fait subir est inacceptable. J'ai posé une main apaisante sur son bras. Je ne veux pas de jugement, Pierre, juste la vérité, montrée avec élégance et sensibilité, comme dans tes meilleurs documentaires. Nous avons commencé les tournages le jour même. Pierre m'a filmé dans mon appartement, parlant de ma vie, de ma carrière d'enseignante, de mes valeurs. Il a recueilli les témoignages de mes anciens élèves, certains devenus médecins, avocats, artistes. Tous parlèrent de l'impact que j'avais eu sur leur vie, de ma bienveillance, de mon exigence aussi. Madame Dubois m'a appris que la littérature n'était pas un luxe, mais une nécessité, témoignait Claire Delattre, aujourd'hui éditrice respectée à Paris. Elle nous traitait comme des êtres pensants, même quand nous n'étions que des adolescents rebelles. Sans elle, je serais probablement en prison aujourd'hui, ajoutait Karim Benali, désormais professeur de mathématiques. Elle a été la seule à croire en moi quand tout le système m'avait étiqueté comme un cas désespéré. Le tournage nous a menés dans les rues salées de Lyon, dans mon ancienne école, au Café des Artistes, où j'avais l'habitude de corriger mes copies le dimanche matin. Partout, des gens me saluaient, m'arrêtaient pour discuter, démontrant par leur simple affection l'empreinte que j'avais laissée dans cette ville. Pendant ce temps, Antoine avait une mission délicate, rencontrer Sophie et lui expliquer notre plan. Il l'a invitée à déjeuner au restaurant de Victor, qui avait fermé exceptionnellement pour leur offrir une table discrète dans l'arrière-salle. Le soir, Antoine m'a appelé, sa voix trahissant son émotion. « Sophie est avec nous, Amélie. Tu aurais dû voir son visage quand je lui ai raconté ce que Pascal t'a fait. Elle était furieuse, mais aussi profondément triste. « Comment va-t-elle » ai-je demandé,
inquiète pour cette jeune femme que j'avais toujours considérée comme la fille que je n'avais jamais eue. Elle enseigne toujours à l'école primaire Édouard Herriot. Elle n'a pas eu de relation sérieuse depuis Pascal. Quand je lui ai montré la photo de Céline, elle a juste secoué la tête et murmuré « Ce n'est pas lui, ce n'est pas le Pascal que je connais ». Ces mots ont renforcé ma détermination. Le Pascal que Sophie connaissait, que nous connaissions tous, était encore là, quelque part, sous le vernis parisien et l'influence de Céline. Le 3e jour après l'appel fatidique, alors que le mariage approchait à grands pas, nous avons reçu un visiteur inattendu. La sonnette de mon appartement a retenti en fin d'après-midi. Dominique a ouvert la porte et est resté figé sur le seuil. « Papa ?» l'ai-je entendu murmurer, incrédule. Mon cœur a fait un bond. « Robert ?» Impossible. Il était décédé depuis 8 ans. Je me suis précipitée à la porte pour découvrir Lucien Moreau, le père de Céline, debout dans mon entrée, l'air aussi mal à l'aise qu'un chat dans l'eau. « Madame Dubois ?» a-t-il demandé, sa voix grave contrastant avec son apparence soignée. « Pardonnez cette intrusion. Je suis Lucien Moreau, le père de Céline. » Je l'ai invité à entrer, échangeant un regard surpris avec Dominique. Que faisait le patriarche de la famille Moreau chez moi, à Lyon, alors que le mariage de sa fille était dans 2 jours? Lucien s'est assis dans mon salon, refusant poliment le thé que je lui proposais. Il a observé les lieux avec curiosité, s'attardant sur les photographies de famille accrochées au mur, sur les livres qui débordaient de mes étagères. « C'est une maison chaleureuse que vous avez là », a-t-il commenté, me surprenant par sa sincérité. « Merci », ai-je répondu, attendant qu'il explique la raison de sa visite. Il a sorti une enveloppe de sa veste sur mesure et l'a posée sur la table basse qui nous séparait. « Je suis venu vous apporter ceci, l'invitation officielle au mariage de votre fils et de ma fille. » J'ai regardé l'enveloppe, identique à celle que j'avais déjà reçue, sans comprendre. « J'ai déjà été invité, monsieur Moreau, puis désinvité par mon propre fils sur instruction de votre fille. » Lucien a grimacé, visiblement mal à l'aise. « C'est précisément la raison de ma visite. Je viens d'apprendre ce que ma fille a fait, ce que votre fils a accepté de faire. Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères. Sa franchise m'a désarmé. Je m'attendais à de la condescendance, pas à des excuses. Céline peut être difficile, a-t-il poursuivi en choisissant soigneusement ses mots. Elle a toujours eu ce qu'elle voulait. Sa mère et moi sommes en partie responsables de ce trait de caractère. Mais exclure la mère du marié, c'est au-delà de ce que je peux cautionner. Dominique, qui était restée silencieuse jusqu'alors, est intervenue. Alors pourquoi ne pas lui parler? Lui dire que c'est inacceptable? Lucien a soupiré, passant une main sur son visage fatigué. J'ai essayé. Croyez-moi, j'ai essayé. Mais quand Céline a une idée en tête, et votre fils semble incapable de lui tenir tête, ces derniers mots m'ont fait mal, car ils confirmaient mes pires craintes. Pascal avait perdu sa voix, son authenticité, pour plaire à cette femme. « Qu'attendez-vous de moi, monsieur Moreau ?» ai-je demandé directement. « Que je me présente au mariage malgré l'interdiction? Que je crée un scandale? » « Non, » a-t-il répondu rapidement. « Je respecte trop les institutions pour souhaiter un tel désordre. Je voulais simplement vous rencontrer, voir qui était cette femme que ma fille considère comme inadéquate pour son mariage. » Ses yeux m'ont scruté avec une curiosité nouvelle, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Et je dois dire que je ne comprends pas. Vous êtes manifestement une femme cultivée, digne. Votre fils parle de vous avec tant d'admiration quand Céline n'est pas là. Cette révélation m'a réchauffé le cœur. Mon Pascal parlait encore de moi avec admiration. Tout n'était pas perdu. Lucien est resté 1 heure, peut-être plus. Nous avons parlé de nos enfants, de nos espoirs pour eux, de nos inquiétudes aussi. Malgré nos mondes si différents, nous étions avant tout des parents, préoccupés par le bonheur de notre progéniture. Avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux. « Je ne peux pas vous promettre que vous serez au mariage, Madame Dubois, mais je vous promets que cette situation ne restera pas sans conséquence. » Après son départ, Dominique s'est tourné vers moi, perplexe. « Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ?» J'ai haussé les épaules, tout aussi confuse qu'elle. Je ne sais pas, mais je crois que nous venons de trouver un allié inattendu. Le soir du même jour, Pierre Fontaine est revenu avec la première version montée de son documentaire. Nous l'avons visionné tous ensemble dans mon salon, assis en demi-cercle autour de mon petit téléviseur. Le film commençait par des images de Lyon au lever du soleil,
la Saône reflétant les lumières dorées, puis se concentrer sur mon parcours. De jeune enseignante idéaliste à professeur respecté, de jeune mère veuve à pilier de sa communauté. Les témoignages s'enchaînaient, émouvants, sincères, ponctués d'archives familiales que Dominique avait déterrées de nos vieux albums. Il y avait Pascal enfant, courant dans le parc de la Tête d'Or, Pascal adolescent, recevant un prix de littérature que je lui avais remis moi-même en tant que son professeur. Pascal jeune homme, faisant un discours touchant lors de mon départ à la retraite. Tout ce que je suis, tout ce que j'espère devenir, je le dois à cette femme extraordinaire, disait-il dans la vidéo. Ses yeux brillants d'amour filial. Ma mère m'a appris la persévérance, l'intégrité, la compassion. Elle est mon héroïne. À la fin du visionnage, nous étions tous en larmes. Même Antoine, d'habitude si stoïque, essuyait discrètement ses yeux. « C'est parfait, Pierre », ai-je murmuré, ému au-delà des mots. Exactement ce que j'espérais. « Tu crois que ça va marcher ?» a demandé Margot, toujours la plus pragmatique d'entre nous. « Je ne sais pas », ai-je admis. Mais au moins, Pascal sera confronté à la vérité, à qui il était, à qui il est devenu. Le reste lui appartient. La veille du mariage, notre plan était prêt. Antoine partirait tôt le lendemain pour Paris avec Sophie, emportant avec lui le documentaire et un album photo spécial que Margot et moi avions confectionné pendant des heures. Victor avait préparé une boîte de spécialités lyonnaises, des quenelles, de la cervelle de Canute, des coussins de Lyon, qui rappelleraient à Pascal les saveurs de son enfance. J'ai passé cette dernière soirée seule, assise sur mon balcon, regardant les lumières de Lyon s'allumer une à une. Cette ville avait été le témoin de toute ma vie, mes joies, mes peines, mes triomphes, mes défaites. C'est ici que j'avais rencontré Robert, ici que nous avions élevé nos enfants, ici que je l'avais enterré. Mon téléphone a vibré, m'arrachant à mes souvenirs. Un message de Pascal. « Maman, je suis désolée pour tout. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Je t'aime. » Ce simple message a fait couler de nouvelles larmes sur mes joues. Était-ce un adieu? Un remords tardif? Je n'ai pas répondu, ne sachant que dire. La nuit a été longue, peuplée de rêves, où je courais dans les couloirs interminables du château des Roses, cherchant désespérément la salle où mon fils se mariait, entendant sa voix m'appeler sans jamais le trouver. Au matin, j'ai été réveillée par la sonnerie de mon téléphone. C'était Antoine. « Nous sommes arrivés au château », m'a-t-il annoncé, sa voix tendue. « C'est impressionnant. Il y a des fleurs partout, des voitures de luxe, même quelques célébrités que j'ai reconnues. Comment va Sophie ?» ai-je demandé inquiète pour cette jeune femme qui allait affronter son ancien amour dans de telles circonstances. Nerveuse mais déterminée. Elle est magnifique, Amélie. Pascal va avoir un choc en la voyant. J'ai fermé les yeux, imaginant la scène. Sophie, avec sa beauté simple et authentique, ses valeurs similaires aux nôtres, face à Céline et son monde d'apparence. Sois prudent, Antoine. N'interviens que si le moment est propice. Je ne veux pas ruiner son mariage, juste lui rappeler qui il est. « Je sais, » a-t-il répondu doucement. « Fais-moi confiance, petite sœur. Je te tiendrai au courant. » Après avoir raccroché, j'ai trouvé Dominique dans la cuisine, préparant du café. Elle m'a tendu une tasse fumante, sans un mot, son regard inquiet parlant pour elle. « Ça va aller, » ai-je dit, autant pour elle que pour moi-même. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous avons fait ce que nous devions faire, avec dignité. Le mot résonnait comme un mantra. Dignité, c'était tout ce qui me restait, mais c'était aussi tout ce dont j'avais besoin. Les heures qui ont suivi ont été parmi les plus longues de ma vie. Assise dans mon salon avec Dominique et Margot, je fixais mon téléphone comme s'il allait soudainement prendre vie. Victor nous avait rejointes en milieu de matinée, apportant des croissants encore chauds de sa boulangerie préférée, mais aucun de nous n'avait vraiment d'appétit. « À quelle heure est prévue la cérémonie ?» a demandé Margot, brisant le silence qui s'était installé. « 15 heures ?» ai-je répondu mécaniquement. Je connaissais chaque détail de ce mariage auquel je n'assisterai pas. La réception commence à 17 heures, suivie du dîner à 20 heures. Dominique consultait régulièrement sa montre. Antoine devrait déjà être au château. La famille du marié est censée arriver en avance. Mon frère nous avait envoyé un message succinct 2 heures plus tôt. Arrivé au château, tout se passe comme prévu. Sophie est magnifique.
Ce dernier commentaire m'avait arraché un faible sourire. Sophie avait toujours eu cette beauté naturelle qui ne devait rien aux artifices. Une institutrice dévouée, aimée de ses élèves, qui partageait avec Pascal cet amour des livres et cette simplicité que j'avais toujours valorisée. Qu'était-il arrivé à mon fils pour qu'il abandonne une femme comme elle pour quelqu'un comme Céline? À midi, mon téléphone a vibré. Un message de Pascal. « Je vais me marier dans 3 heures. J'aurais aimé que tu sois là. » Ces mots m'ont transpercé comme une lame. J'ai montré l'écran à Dominique, qui a laissé échapper un juron peu élégant. « Il ose te dire ça? Après t'avoir banni de son mariage ?» J'ai posé une main apaisante sur son bras. « Il est perdu, ma chérie. Quelque part, il sait que ce qu'il fait n'est pas juste. Vas-tu lui répondre ?» a demandé Victor, son visage exprimant une inquiétude sincère. J'ai réfléchi un moment avant de taper. « Je suis là en esprit, Pascal. Je t'aimerai toujours, quoi que tu fasses. » J'ai hésité, puis ajouté « Sois fidèle à toi-même. » À 13 heures, Antoine a appelé. Le bruit de fond laissait deviner une activité frénétique autour de lui. « Ça bouge beaucoup ici, » a-t-il expliqué. Les invités commencent à arriver. Les parents de Céline supervisent, tout comme des généraux en campagne. Je n'ai pas encore vu Pascal. « Et le cadeau ?» ai-je demandé anxieuse. « Tu as pu le déposer ?» « Oui, parmi les autres cadeaux. J'ai arrangé avec un des serveurs, un garçon sympathique de Lyon justement, pour qu'il soit ouvert pendant la réception. Le documentaire est prêt à être diffusé au moment opportun. Et Sophie ? Un silence, puis elle vient de croiser Céline dans les toilettes des dames. Disons que la température a chuté de plusieurs degrés. J'ai fermé les yeux, imaginant la scène, la confrontation entre l'ancienne et la future femme de mon fils. Aucun esclandre, j'espère ? Non. Sophie a été parfaitement digne. Elle a simplement dit bonjour et félicité Céline pour son mariage. C'est Céline qui a perdu contenance en la voyant. Ce petit détail m'a donné un étrange sentiment de satisfaction. Céline n'était peut-être pas aussi sûre d'elle qu'elle le laissait paraître. À 14 heures, Dominique a suggéré que nous sortions prendre l'air. L'attente devenait insupportable et nous tourner les pouces dans mon salon n'aidait personne. Nous avons marché jusqu'à la place Bellecour, ce vaste espace ouvert au cœur de Lyon, où les enfants jouaient, où les amoureux se donnaient rendez-vous, où la vie continuait, indifférente au drame qui se jouait dans mon cœur. Victor nous a emmenés prendre un café à la terrasse d'un bistrot qui donnait sur la place. C'est là que mon téléphone a sonné. Le nom de Lucien Moreau s'est affiché sur l'écran, me surprenant totalement. « Madame Dubois » a-t-il dit sans préambule. « Je suis au Château des Roses. Votre frère et mademoiselle Benoît sont également présents. »« Je sais » ai-je répondu, me demandant où il voulait en venir. « Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que mon fils Thomas est aussi là. Il n'a jamais beaucoup aimé Céline, mais c'est un garçon loyal. » Je ne comprenais pas pourquoi il me racontait cela, jusqu'à ce qu'il ajoute « Thomas est réalisateur adjoint à France 3. Il sait comment utiliser un projecteur et un système de son. » Mon cœur a fait un bond. « Monsieur Moreau, êtes-vous en train de me dire que… » « Je ne dis rien du tout, Madame Dubois, » a-t-il coupé avec une pointe d'humour dans la voix. « Je vous informe simplement que si un documentaire devait être diffusé pendant la réception, les conditions techniques seraient optimales. » J'ai réprimé un sourire incrédule. « Je vois, et… Savez-vous si Pascal est prêt pour son grand jour ?» Un silence, puis… « Votre fils est actuellement enfermé dans une des chambres d'invités. Il a demandé à être seul pendant 1 heure avant la cérémonie. Il semblait troublé. » Cette information m'a serré le cœur. Pascal avait toujours eu besoin de solitude dans les moments de grand stress ou de doute. Enfant, il se réfugiait dans sa chambre avant les examens importants, pas pour réviser, mais pour se recentrer. « Merci de me le dire », ai-je murmuré, reconnaissante pour cette confidence inattendue. « Je n'ai rien dit, Madame Dubois », a-t-il répété, mais sa voix s'était adoucie. « Bonne journée à vous ». J'ai partagé cette conversation étrange avec mes compagnons, qui ont échangé des regards perplexes. « Le père de Céline est de notre côté ?» a demandé Dominique, incrédule. « Je ne sais pas s'il est de notre côté », ai-je nuancé, mais il semble avoir un sens de la justice que sa fille ne partage pas. À 14h45, nous sommes retournés à mon appartement. Selon le programme minuté du mariage, Pascal devait être en train de prendre place à l'hôtel, attendant l'arrivée de sa fiancée. J'ai ressenti une douleur presque physique à l'idée de manquer ce moment. Une mère devrait être là pour voir son fils se marier, même si elle désapprouve son choix. Le téléphone d'Antoine a envoyé des photos. Pascal dans son costume sombre, élégant, mais tendu.
les invités prenant place dans la chapelle du château. Des compositions florales extravagantes dans des tons de blanc et d'or, puis, à 15 heures précises, une photo de Céline dans sa robe de créateur, descendant l'allée au bras de son père. Elle était indéniablement belle, d'une beauté froide et calculée qui contrastait avec les souvenirs que j'avais de Sophie. La cérémonie commence, a commenté sobrement Antoine dans son message suivant. Nous avons attendu, dans un silence lourd de tension. Je me suis surprise à prier, moi qui n'étais pourtant pas particulièrement croyante. Je ne priais pas pour que le mariage échoue. Je n'aurais jamais souhaité une telle humiliation à mon fils, mais pour qu'il fasse le choix juste, quel qu'il soit. À 15h45, un nouveau message d'Antoine. C'est fait, ils sont mariés. Je me suis effondrée dans mon fauteuil, une étrange sensation de vide m'envahissant. C'était terminé. Mon fils avait épousé une femme qui me méprisait suffisamment pour m'exclure de leur vie. Dominique s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Ce n'est pas fini, maman. Le documentaire, l'album photo, Pascal va les voir pendant la réception. Il n'est pas trop tard. J'ai hoché la tête mécaniquement, voulant la croire, mais sentant l'espoir s'amenuiser en moi. Qu'espérais-je, après tout? Que Pascal annule son mariage à la dernière minute? Qu'il quitte sa nouvelle épouse pendant la réception pour revenir vers sa vieille mère à Lyon? C'était absurde, un fantasme infantile. Le téléphone a sonné à nouveau. Antoine, cette fois en appel vidéo. Je l'ai pris d'une main tremblante et le visage de mon frère est apparu à l'écran. Les mariés sont en séance photo dans le parc, a-t-il expliqué, parlant à voix basse. La réception commence dans 20 minutes. Thomas Moreau a tout préparé pour le documentaire. Il sera diffusé pendant l'apéritif, quand tous les invités seront rassemblés dans la grande salle. Comment va Pascal? Ai-je demandé, cherchant à lire la réponse sur le visage de mon frère. Antoine a hésité. Il fait bonne figure, mais je le connais. Quelque chose le tracasse. Il a à peine regardé Céline pendant la cérémonie et il a bafouillé ses vœux. Cette information m'a donné un étrange sentiment de déjà-vu. Pascal, enfant, bafouillait toujours quand il mentait ou quand il était profondément mal à l'aise. Et Sophie, elle tient le coup admirablement, a répondu Antoine avec une pointe d'admiration dans la voix. Elle est d'une dignité remarquable. Plusieurs invités du côté du bois sont venus lui parler, se souvenant d'elle. La cousine Mathilde lui a même dit qu'elle avait toujours pensé qu'elle serait celle qui épouserait Pascal. Un mouvement derrière Antoine m'a fait plisser les yeux. « Qui est avec toi ?» La caméra s'est déplacée, révélant Lucien Moreau, impeccable dans son costume 3 pièces. « Bonjour, Madame Dubois » a-t-il dit avec un léger hochement de tête. « Monsieur Moreau a été d'une aide précieuse » a expliqué Antoine. Il nous a donné accès à tout le château, a fait taire les questions sur la présence de Sophie. Lucien a eu un geste de la main, comme pour minimiser son rôle. C'est la moindre des choses. Ce mariage n'est pas exactement ce que j'espérais pour ma fille, ni pour votre fils. Cette confession m'a surprise. Que voulez-vous dire? Il a échangé un regard avec Antoine avant de répondre. Céline a toujours été déterminée. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Elle a décidé qu'elle voulait Pascal quand elle l'a rencontré à cette conférence. Pas par amour, je le crains, mais parce qu'il représentait quelque chose de différent de son milieu habituel. Une sorte de projet. Ces paroles ont confirmé mes pires craintes. Mon fils n'était qu'un trophée, un jouet exotique pour cette femme habituée à tout obtenir. La réception va commencer, a annoncé Antoine. Je dois y aller. Je te rappelle dès que le documentaire aura été diffusé. Après avoir raccroché, j'ai partagé ces nouvelles informations avec Dominique, Margot et Victor. Ce dernier a posé une main réconfortante sur mon épaule. « Ton fils est intelligent, Amélie. Il finira par voir clair dans son jeu. » Mais à quel prix? Ai-je murmuré, craignant que cette prise de conscience ne vienne trop tard, quand le mal serait déjà fait. Les minutes se sont étirées en une attente interminable. J'imaginais la scène au château, les invités élégants sirotant du champagne, les petits fours circulant sur des plateaux d'argent, la musique d'un quatuor à cordes en fond sonore, et soudain, les lumières qui s'éteignent, un projecteur qui s'allume, mon visage qui apparaît sur un écran géant. À 18h30, Antoine a finalement rappelé. Son visage était animé d'une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. « C'est fait », a-t-il annoncé, la voix légèrement tremblante.
Le documentaire a été diffusé et l'album photo circule parmi les invités. Et, ai-je demandé, le cœur battant. Et c'était... Amélie, tu aurais dû voir les visages. Tout le monde était touché. Certains pleuraient ouvertement. Même Jeanne Moreau, la mère de Céline, essuyait discrètement une larme. Et Pascal, ai-je insisté, impatiente d'entendre ce qui comptait vraiment. Antoine a pris une profonde inspiration. Il était comme pétrifié au début. Puis il s'est approché de l'écran, fixant ton image comme s'il voyait un fantôme. Quand tu as parlé de lui, de votre relation, de tes espoirs pour son avenir, il a commencé à pleurer, Amélie, sans retenue, devant tous ces gens. Céline essayait de le calmer et de l'éloigner, mais il était resté là, immobile, jusqu'à la fin du film. Je me suis mordu la lèvre, imaginant mon fils, si fier habituellement, exposant ainsi sa vulnérabilité. Ensuite, a poursuivi Antoine, il a pris l'album photo et l'a feuilleté pendant ce qui a semblé une éternité. Il y avait un silence étrange dans la salle. Puis il a regardé Céline et lui a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Elle a semblé furieuse. Ils se sont éloignés pour parler en privé. Et maintenant, ai-je demandé, suspendu à ses lèvres. Maintenant, c'est le chaos organisé, a-t-il répondu avec un petit rire sans joie. Les invités font semblant que tout est normal. Mais tout le monde chuchote. Céline est revenue seule, le visage fermé. Pascal a disparu depuis 20 minutes. Sophie est avec moi, nous attendons de voir ce qui va se passer. La caméra s'est déplacée, montrant Sophie assise à côté d'Antoine. Elle m'a adressé un sourire timide. « Bonjour, Madame Dubois. »« Sophie ?» ai-je répondu, émue de la voir. « Comment vas-tu ?»« Ça va » a-t-elle dit simplement. « Votre documentaire était magnifique. Vous avez toujours été une femme exceptionnelle. Et une grand-mère exceptionnelle, a ajouté Antoine, me surprenant par cette remarque. Une grand-mère ? Ai-je répété confuse. De quoi parles-tu ? Sophie a rougi légèrement, baissant les yeux. C'était dans notre plan initial de vous le dire après le mariage, quand les choses se seraient tassées. Mais, Pascal et moi, nous nous sommes revus plusieurs fois ces derniers mois, en secret. Je suis enceinte, Madame Dubois, de 3 mois. Cette révélation m'a coupé le souffle. Tu portes l'enfant de Pascal ? Elle a hoché la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Il ne le sait pas encore. Je voulais lui dire, mais puis il a annoncé ses fiançailles avec Céline. Et c'est pour ça que tu as accepté de venir aujourd'hui. Et je compris soudain, pas seulement pour moi ou pour Pascal, mais pour ton enfant. Notre enfant, a-t-elle corrigé doucement. Votre petit-fils ou petite-fille. Un tourbillon d'émotions m'a submergée. La joie d'apprendre que j'allais être grand-mère, mêlée à l'horreur de la situation. Mon fils venait d'épouser une femme, alors qu'une autre portait son enfant. Un enfant dont il ignorait l'existence. Il faut lui dire, ai-je déclaré fermement. Maintenant, avant que cette journée ne se termine. Antoine a hoché la tête déterminé. C'est ce que nous pensions aussi, dès que nous le retrouverons. Il est peut-être retourné dans cette chambre où il s'était isolé avant la cérémonie, ai-je suggéré, me souvenant de l'information partagée par Lucien. « Bonne idée !» a approuvé Antoine. « Nous allons chercher là-bas. Je te tiens au courant. » La communication s'est interrompue, me laissant dans un état d'agitation extrême. Je faisais les 100 pas dans mon salon, incapable de rester en place. « Un bébé !» murmurait Dominique, aussi abasourdi que moi. « Je vais être tante. Et moi, grand-mère ?» ai-je ajouté, un sourire incrédule se formant malgré moi sur mes lèvres. Si Pascal fait le bon choix. La nouvelle de la grossesse de Sophie avait jeté un éclairage complètement différent sur toute la situation. Je me suis assise, les jambes tremblantes, essayant d'absorber cette information et ses implications. Un petit enfant, une nouvelle vie qui allait naître dans 6 mois, et mon fils qui venait de s'engager dans un mariage basé sur quoi au juste ? L'ambition, les apparences, certainement pas l'amour, d'après ce que Lucien Moreau lui-même semblait suggérer. Si Pascal apprenait pour le bébé, a commencé Margot, donnant voix à nos pensées communes. Tout changerait, a complété Dominique. Il ne pourrait pas ignorer une telle responsabilité. Victor, qui était resté silencieux pendant un moment, s'est levé brusquement. Je vais préparer du thé. Cette journée est loin d'être terminée. Pendant qu'il s'affairait dans ma cuisine, je me suis tournée vers la fenêtre, observant le ciel de Lyon qui commençait à se teinter des couleurs du crépuscule. Quelque part à Paris,
Mon fils vivait peut-être le moment le plus décisif de son existence. Et j'étais ici, impuissante, à des centaines de kilomètres de lui. Mon téléphone est resté désespérément silencieux pendant ce qui m'a semblé une éternité. Nous buvions notre thé en silence, sursautant au moindre bruit. Enfin, à 20 heures précises, il a vibré. Le nom de Pascal s'est affiché sur l'écran. Mon cœur a fait un bond. Pas Antoine, pas Sophie, mais Pascal lui-même qui m'appelait. J'ai pris une profonde inspiration avant de décrocher, consciente que les prochaines minutes pourraient changer le cours de nos vies. « Pascal ?» ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Un silence, puis sa voix, rauque, comme s'il avait pleuré ou crié. « Maman !» Ce simple mot, prononcé avec tant d'émotion, m'a noué la gorge. « Mon chéri, où es-tu ? Dans le parc du château ?» a-t-il répondu. « Seul. J'ai besoin de te parler. Je suis là. » ai-je dit simplement, lui offrant cet espace d'écoute que j'avais toujours préservé pour mes enfants. « J'ai vu le documentaire. » a-t-il commencé, sa voix se brisant légèrement. « Et l'album ? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi parfait ?» J'ai souri malgré mes larmes qui menaçaient de couler. « Avec de l'aide, beaucoup d'aide. Antoine et Sophie sont ici, » a-t-il poursuivi. « Et Lucien, le père de Céline, qui semble étrangement de ton côté. Nous sommes tous de ton côté, Pascal. » ai-je corrigé doucement, même quand tu penses le contraire. Un autre silence, plus long cette fois. Puis, Sophie est enceinte. Mon cœur a fait un bond. Tu es au courant? Elle vient de me l'annoncer. 3 mois, mon enfant, maman, notre enfant. La façon dont il a dit « notre » m'a fait comprendre que, malgré tout ce qui s'était passé, une partie de lui n'avait jamais cessé d'aimer Sophie. « Qu'as-tu ressenti ?» ai-je demandé, craignant et espérant sa réponse en même temps. Comme si je me réveillais d'un long cauchemar, a-t-il admis, sa voix soudain plus claire. Ces derniers mois avec Céline, ce n'était pas moi, maman. Je ne sais pas qui j'étais, mais ce n'était pas moi. Que s'est-il passé? Comment en es-tu arrivé là? Il a soupiré profondément. Céline est entrée dans ma vie à un moment où je me sentais perdue. Le nouveau poste à Paris, loin de Lyon, de toi, de mes repères. Elle était si sûre d'elle, si déterminée. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Et moi, j'ai été flattée qu'une femme comme elle s'intéresse à moi. Elle m'a ouvert les portes d'un monde que je ne connaissais pas, le monde des Moreau, ai-je murmuré, comprenant enfin. Oui, les dîners dans des restaurants étoilés, les week-ends dans leur maison de Deauville, les rencontres avec des gens influents. C'était enivrant, maman. Je me suis laissée séduire par tout ça. Pas par Céline, je le réalise maintenant, mais par ce qu'elle représentait. Ses paroles résonnaient avec une honnêteté brutale qui me faisait mal pour lui, mais qui me remplissait aussi d'espoir. Mon fils retrouvait sa lucidité. Et puis les choses ont commencé à changer, a-t-il continué. Céline a voulu me transformer. Mes vêtements n'étaient pas assez bien, mon accent lyonnais était charmant mais inapproprié, mes amis trop ordinaires. J'ai commencé à avoir honte de mes origines, de mon passé, de toi. Sa voix s'est brisée à nouveau sur ces derniers mots. « Je suis tellement désolée, maman. Ce que je t'ai fait, c'est impardonnable. » L'amour d'une mère ne demande pas de pardon, Pascal, ai-je répondu, les larmes coulant librement sur mes joues. Maintenant, il est là, inconditionnel, quoi qu'il arrive. Quand Céline m'a dit qu'elle ne voulait pas de toi au mariage, j'aurais dû refuser catégoriquement, mais j'étais déjà trop engagée. Les invitations étaient envoyées, la lune de miel réservée, sa robe commandée depuis des mois. Et puis, il y avait la pression de ses parents, enfin, surtout de sa mère. Lucien a toujours été plus compréhensif. J'ai rencontré Lucien, ai-je confié. Il est venu me voir à Lyon. Vraiment? S'est étonné Pascal. Il ne m'en a rien dit, mais ça expliquerait pourquoi il a facilité la diffusion du documentaire. Maman, tu aurais dû voir la tête de Céline quand ton visage est apparu sur l'écran. Elle était furieuse. Mais moi, j'ai eu l'impression de te retrouver. Sa voix s'est adoucie. Tous ces témoignages de tes anciens élèves, de tes collègues, j'ai réalisé à quel point j'avais été injuste, à quel point j'avais laissé Céline me convaincre que ma vie d'avant, notre vie, n'était pas assez bien. Et puis l'album, ces photos de nous, de notre famille, c'était l'idée de Margot, ai-je précisé, sentant mon cœur se gonfler de gratitude pour ma fidèle amie.
Et puis Sophie est apparue, a-t-il repris après un moment. Elle était là, dans ce château, si belle, si authentique, au milieu de toute cette superficialité. Antoine m'a expliqué qu'elle était venue pour toi, pour te soutenir. Mais quand nous nous sommes retrouvés seuls et qu'elle m'a annoncé sa grossesse, j'ai compris que je n'avais jamais cessé de l'aimer. « Qu'as-tu fait, Pascal ?» ai-je demandé, retenant mon souffle. J'ai parlé à Céline. Je lui ai dit la vérité, que je ne pouvais pas continuer ce mariage, que j'aimais une autre femme, que j'allais être père. Elle était, tu peux imaginer, furieuse n'est pas un mot assez fort. Elle a dit qu'elle me détruirait, que sa famille me détruirait. J'ai fermé les yeux, imaginant la scène, la colère de Céline, l'humiliation publique qui attendait mon fils. Mais c'est là que Lucien est intervenu, a poursuivi Pascal, sa voix reflétant encore sa surprise. Il a pris sa fille à part, lui a parlé pendant longtemps. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais quand ils sont revenus, Céline était différente, froide, distante, mais résignée. Lucien m'a assuré qu'il gérerait la situation, les invités, l'annonce. Il m'a conseillé de partir avec Sophie, de prendre du recul. « Et c'est ce que tu vas faire ?» ai-je demandé, osant à peine espérer. « Oui, nous partons ce soir pour Lyon. Je rentre à la maison, maman. Si tu veux encore de moi après tout ce que j'ai fait ?» Un sanglot de joie m'a échappé. « Oh, Pascal, bien sûr que je veux de toi, de vous deux, de vous trois !» ai-je corrigé, pensant au bébé à venir. « Nous serons à Lyon demain matin », a-t-il annoncé. Antoine reste pour aider Lucien avec les conséquences. Il paraît que Céline et sa mère sont en train d'inventer une histoire de maladie soudaine pour expliquer l'annulation du dîner. L'honneur des Moreau doit être préservé à tout prix. Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix, mais aussi un immense soulagement. Je me sens comme si je m'étais réveillée d'un long cauchemar, maman. Ces derniers mois, ce n'était pas moi. Je sais, mon chéri, je l'ai toujours su. Nous avons parlé encore un peu, faisant des projets pour son retour, pour l'accueil de Sophie. Puis il a dû raccrocher, promettant de m'appeler dès leur arrivée à Lyon. Après avoir partagé la nouvelle avec Dominique, Margot et Victor, l'appartement s'est transformé en une scène de jubilation. Dominique dansait littéralement de joie. Margot essuyait des larmes en souriant et Victor ouvrait une bouteille de champagne qu'il avait mystérieusement sortie de son sac. À la famille retrouvée, a-t-il porté un toast, levant son verre vers moi avec une tendresse qui m'a fait rougir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mon esprit était trop agité, oscillant entre la joie de retrouver mon fils et l'anticipation de rencontrer Sophie dans ce nouveau contexte, la mère de mon futur petit enfant. Je me suis levée à l'aube, incapable de rester au lit plus longtemps, et j'ai commencé à préparer l'appartement pour leur arrivée. Dominique, qui avait dormi chez moi, m'a rejointe peu après, tout aussi excitée. « Tu réalises que nous allons devoir préparer une chambre pour le bébé ?» a-t-elle dit en m'aidant à changer les draps dans la chambre d'amis. « Où vont-ils vivre d'après toi? Pascal va-t-il chercher un poste à Lyon ?» Une question à la fois, ai-je ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Laissons-les d'abord arriver et se poser. À 10 heures, mon téléphone a sonné. C'était Pascal, m'annonçant qu'il venait de quitter la gare et serait chez moi dans 20 minutes. J'ai passé ce temps à tourner en rond, vérifiant une dernière fois que tout était parfait, que le café était prêt, que les croissants que Victor avait apportés à l'aube étaient disposés joliment dans une corbeille. Puis la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et là, sur mon palier, se tenait mon fils. Non pas le Pascal transformé des derniers mois, mais mon Pascal, les yeux rougis mais brillants, le visage fatigué mais détendu. Et à ses côtés, Sophie, rayonnante malgré les cernes qui témoignaient d'une nuit sans sommeil. « Maman », a dit simplement Pascal avant de me prendre dans ses bras. Ce fut une étreinte longue, forte, comme celle que nous partagions quand il était enfant et qu'il revenait d'une colonie de vacances. Je sentais son corps secoué de sanglots silencieux contre le mien. « Tout va bien, mon chéri », ai-je murmuré, caressant ses cheveux comme lorsqu'il était petit. « Tu es à la maison maintenant. » Nous nous sommes finalement séparés et j'ai ouvert mes bras à Sophie, qui s'y est blottie avec un naturel qui m'a touchée profondément. « Merci », a-t-elle murmuré contre mon épaule. « Merci pour tout ce que vous avez fait. » La matinée s'est écoulée dans une atmosphère surréaliste de bonheur et d'émotion.
Pascal et Sophie nous ont raconté en détail les événements de la veille, depuis la diffusion du documentaire jusqu'à leur départ discret du château, facilité par Lucien qui leur avait fourni une voiture et un chauffeur pour les conduire à la gare. Lucien a été incroyable, a insisté Pascal. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il avait vu depuis longtemps que Céline et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. Il a même souhaité bonne chance à Sophie pour sa grossesse. Et sa femme, Jeanne, a demandé Dominique, curieuse. Pascal et Sophie ont échangé un regard. Disons qu'elle était moins compréhensive, a répondu Sophie diplomatiquement. Elle a traité Pascal de tous les noms quand elle a appris pour le bébé. Elle a dit que c'était un piège que j'avais tendu. Mais Lucien l'a fait taire, a ajouté Pascal. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Jeanne Moreau obéir à quelqu'un. Vers midi, Antoine a appelé pour nous donner des nouvelles du château. Les invités avaient tous été informés d'une urgence médicale qui avait nécessité l'annulation des festivités. La plupart étaient déjà partis. Céline s'était enfermée dans sa chambre, refusant de voir quiconque à part sa mère. « Et comment réagissent les Moreau à ton implication dans tout ça ?» ai-je demandé, inquiète pour mon frère. « Lucien comprend parfaitement, » a-t-il répondu. « Il m'a même invité à déjeuner aujourd'hui pour discuter de la suite. Je crois qu'il est soulagé d'une certaine façon. Quant à Jeanne et Céline, disons qu'elles ont d'autres préoccupations pour le moment que de s'en prendre à un vieil avocat lyonnais. L'après-midi, Margot et Victor sont venus nous rejoindre. Margot a serré Pascal dans ses bras avec la familiarité d'une tante qui l'avait vu grandir, et Victor lui a donné une accolade virile qui en disait long sur l'affection qu'il lui portait. « Alors, quels sont vos projets maintenant ?» a demandé Margot, alors que nous étions tous installés dans mon salon, savourant les pâtisseries que Victor avait apportées. Pascal et Sophie se sont regardés, cette communication silencieuse des couples qui se comprennent sans mots. « Nous allons rester à Lyon », a annoncé Pascal. « J'ai déjà envoyé ma démission à l'entreprise parisienne ce matin. Je vais chercher un poste ici. Et le bébé naîtra ici, entouré de sa famille », a ajouté Sophie, posant une main protectrice sur son ventre encore plat. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire », ai-je proposé, mon cœur débordant de bonheur à l'idée de les avoir près de moi. « Merci, maman », a dit Pascal me prenant la main. « Mais nous avons pensé à quelque chose d'autre. Sophie a un appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, pas très grand mais suffisant pour nous trois au début. Et puis, nous aimerions nous marier avant la naissance du bébé. Rien d'extravagant, juste une cérémonie simple, avec les gens que nous aimons. Et cette fois, a ajouté Sophie, avec un sourire malicieux, la mère du marié sera au premier rang. J'ai senti les larmes me monter aux yeux pour la énième fois de la journée. Rien ne me ferait plus plaisir. Le soir venu, quand tout le monde est parti sauf Pascal et Sophie, qui s'étaient installés dans la chambre d'amis, je me suis retrouvée seule sur mon balcon, contemplant les lumières de Lyon qui s'allumaient une à une. Cette ville, qui avait été témoin de tant de chapitres de ma vie, allait maintenant voir naître une nouvelle génération de notre famille. Mon téléphone a vibré, un message d'Antoine. « Tout est réglé au château, je rentre demain. Lucien te passe le bonjour et demande s'il peut venir te voir à Lyon la semaine prochaine. Je crois que tu as fait une sacrée impression sur le patriarche Moreau. » J'ai souri, touchée par cette demande inattendue. Peut-être que de cette histoire douloureuse naîtrait non seulement un enfant, mais aussi des amitiés improbables. Une voix derrière moi m'a fait sursauter. « Maman, tu ne dors pas ?» Pascal m'a rejointe sur le balcon, enveloppée dans la vieille robe de chambre qu'il avait laissée chez moi des années auparavant et que j'avais précieusement gardée. Je réfléchissais, ai-je répondu, lui faisant une place à mes côtés. À quoi? À la vie, à ces détours étranges, à la façon dont parfois les pires moments nous mènent au plus beau. Il a hoché la tête, comprenant parfaitement. Si Céline ne m'avait pas interdit de t'inviter au mariage, je n'aurais peut-être jamais ouvert les yeux. Je serais peut-être en ce moment même en lune de miel avec une femme que je n'aime pas, ignorant que je vais être père. Et si tu ne m'avais pas banni de ton mariage, ai-je ajouté doucement, je n'aurais peut-être jamais réalisé à quel point j'étais entourée d'amour. Dominique, Antoine, Margot, Victor, même Lucien Moreau d'une certaine façon. Tant de personnes prêtes à se battre pour moi, pour nous. Pascal a pris ma main, la serrant fort dans la sienne. Je te promets que jamais plus je ne te décevrai, maman. Jamais plus je ne renierai qui je suis, d'où je viens.
J'ai posé ma tête sur son épaule, respirant l'odeur familière de mon fils retrouvé. Tu n'as pas à faire cette promesse, Pascal. L'amour ne pose pas de conditions. Il est là, simplement, à travers les hauts et les bas, les erreurs et les réussites. C'est ce que j'ai toujours essayé de t'enseigner. Et c'est ce que j'enseignerai à mon enfant, a-t-il murmuré, le regard tourné vers l'avenir, vers cette nouvelle vie qui grandissait déjà, symbole d'espoir et de renouveau. Voilà, mes chers amis, l'histoire de cette épreuve qui a failli briser notre famille, mais qui finalement nous a rendus plus forts. Une simple phrase au téléphone. « Ne viens pas au mariage, ma femme ne veut pas de toi ici », a déclenché une tempête émotionnelle qui a changé le cours de nos vies à jamais. Je me souviens encore de ce moment où mon monde s'est effondré, assise dans mon petit salon à Lyon, le téléphone à la main, les larmes coulant sur mes joues. Comment mon fils, mon Pascal, avait-il pu me rejeter ainsi? Comment avait-il pu renier ses origines, sa famille, tout ce que nous avions construit ensemble depuis la mort de son père? Mais parfois, les plus grandes blessures mènent aux plus belles guérisons. Cette exclusion douloureuse m'a permis de réaliser à quel point j'étais entourée d'amour et de soutien. Ma fille Dominique venue immédiatement de Marseille, mon frère Antoine, prêt à se battre pour moi, ma fidèle amie Margot, présente depuis toujours, Victor, cet ami cher dont la tendresse discrète ne cesse de me toucher, et même Lucien Moreau, le père de cette Céline qui me méprisait tant, devenu contre toute attente un allié précieux. Ensemble, nous avons élaboré ce plan qui n'était pas une vengeance, mais un rappel de qui nous sommes, de nos valeurs, de notre histoire. Ce documentaire, réalisé par mon ancien élève Pierre, cet album photo confectionné avec amour, ces témoignages sincères de tous ceux dont j'avais croisé la route, tout cela a touché Pascal en plein cœur, réveillant en lui cette authenticité qu'il avait enfouie sous le vernis parisien et l'influence de Céline. Et puis il y a eu Sophie, cette jeune femme merveilleuse que Pascal avait quittée pour suivre ses ambitions parisiennes. Sophie, qui portait en elle le plus beau des secrets, un enfant, mon petit enfant, cette nouvelle vie qui grandissait déjà, ignorant le drame qui se jouait autour d'elle. Le destin a parfois d'étranges façons de remettre les choses à leur place. Sans l'interdiction cruelle de Céline, sans ce mariage qui n'était qu'un simulacre d'amour, Pascal n'aurait peut-être jamais ouvert les yeux. Il serait peut-être aujourd'hui prisonnier d'une vie qui n'était pas la sienne, aux côtés d'une femme qui ne l'aimait pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'elle voulait qu'il devienne. Au lieu de cela, mon fils est revenu à Lyon, à ses racines, à l'amour véritable. Il prépare maintenant avec Sophie un mariage simple mais sincère, où je serai au premier rang, témoin de leur bonheur. Et dans quelques mois, un nouveau membre rejoindra notre famille, prolongeant notre histoire, portant en lui un peu de nous tous. Cette expérience m'a appris que la dignité silencieuse est parfois plus puissante que la colère bruyante, que l'amour véritable, celui qui ne pose pas de conditions, celui qui accepte l'autre tel qu'il est, finit toujours par triompher des apparences et des ambitions superficielles. Que nos racines, aussi modestes soient-elles, sont notre force et notre identité. J'ai également découvert qu'il n'est jamais trop tard pour de nouveaux départs. À 65 ans, je m'apprête à devenir grand-mère, à accueillir Sophie dans ma vie comme la fille que je n'ai jamais eue, à construire peut-être même une amitié improbable avec Lucien Moreau, cet homme qui, derrière sa façade d'important banquier parisien, cache un cœur capable de comprendre et de pardonner. Victor aussi occupe une place de plus en plus importante dans mon quotidien. Ses visites quotidiennes, ses petites attentions, la tendresse de son regard. Après 8 ans de veuvage, je sens mon cœur s'ouvrir à nouveau à la possibilité d'un compagnonnage, d'une affection partagée. Robert aurait voulu cela pour moi, j'en suis certaine. Quant à Céline et sa mère Jeanne, je ne leur souhaite aucun mal. La vie leur apprendra peut-être un jour que le bonheur ne se trouve pas dans les apparences, dans le statut social ou dans le contrôle des autres, ou peut-être pas. Ce n'est plus mon histoire, mais la leur. La mienne continue ici, à Lyon, dans cet appartement qui a vu grandir mes enfants, qui accueillera bientôt mon petit enfant, qui résonne déjà des projets d'avenir que nous tissons ensemble. Pascal cherche un poste dans sa ville natale. Sophie continue d'enseigner à ses petits élèves
avec un ventre qui s'arrondira bientôt. Dominique vient plus souvent de Marseille, impatiente de devenir tante. La vie nous réserve parfois de douloureuses surprises, des moments où tout semble s'effondrer, où les mots nous blessent au plus profond de notre être. Ne viens pas au mariage. Ces mots qui m'ont brisé le cœur ont finalement conduit à une guérison plus complète, à un bonheur plus authentique que je n'aurais osé l'espérer. Si vous vivez actuellement une telle épreuve, si quelqu'un que vous aimez vous a rejeté, exclu, blessé, sachez que l'histoire n'est pas terminée, que parfois, c'est dans nos moments les plus sombres que se prépare la plus belle lumière, qu'il faut savoir s'entourer de ceux qui nous aiment vraiment, qui voient notre valeur au-delà des apparences, qui sont prêts à se battre pour nous quand nous n'en avons plus la force. Et surtout, n'oubliez jamais votre propre valeur. N'oubliez jamais qui vous êtes, d'où vous venez, les valeurs qui vous ont construit, car c'est là, dans cette authenticité, que réside votre plus grande force. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Ces récits que je partage sur ma chaîne Souvenirs de grand-mère sont pour moi une façon de donner un sens à mes expériences, de transformer mes épreuves en leçons qui pourront peut-être éclairer votre propre chemin. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun des récits que je partage chaque semaine. Des histoires vraies, vécues, qui parlent d'amour, de famille, de défis surmontés, de leçons apprises au fil d'une vie qui s'étire maintenant sur plus de 6 décennies. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire ou pour partager une expérience similaire que vous avez vécue. Peut-être avez-vous aussi connu le rejet d'un être cher, peut-être avez-vous dû lutter pour préserver votre dignité face à l'humiliation. Vos témoignages me touchent profondément et créent cette belle communauté d'entraide et de partage qui fait la richesse de notre chaîne. Un simple j'aime est également un encouragement précieux qui me donne la force de continuer à partager ces moments intimes de ma vie. Chaque pouce levé me rappelle que je ne parle pas dans le vide, que mes paroles trouvent un écho dans vos cœurs. Et si vous le pouvez, si mes histoires vous apportent vraiment quelque chose, je vous serais immensément reconnaissante de soutenir la chaîne Souvenirs de grand-mère via la fonction Merci. Cette forme de don, même modeste, m'aide à couvrir les frais de production de ces vidéos quotidiennes. Le matériel, le montage, parfois les déplacements quand je dois rencontrer les personnes dont je raconte l'histoire. Grâce à votre soutien, je peux continuer à partager ces récits authentiques, ces tranches de vie qui nous rappellent notre humanité commune, nos fragilités et nos forces. Chaque contribution est un pas vers plus d'histoire, plus de partage, plus de cette connexion précieuse que nous avons établie ensemble. La semaine prochaine, je vous raconterai comment Dominique, ma fille médecin, a dû faire face à un choix déchirant entre sa carrière et sa vie personnelle. Une histoire de courage et de priorité qui a changé sa vision de la réussite. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. N'oubliez jamais que les liens familiaux, bien que parfois mis à l'épreuve, restent notre plus grand trésor dans cette vie. Comme je le dis souvent à mes petits-enfants, car oui, mon histoire continue et s'enrichit chaque jour, l'amour véritable ne pose pas de conditions. Il est là, simplement, à travers les hauts et les bas, les erreurs et les réussites. C'est la leçon la plus précieuse que la vie m'ait enseignée. À très bientôt sur Souvenirs de grand-mère, votre rendez-vous avec l'authenticité et les histoires qui touchent le cœur.